Voir un proche, quelqu'un qu'on aime, être triste, c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles à vivre. On se sent tellement impuissant, on cherche les bons mots, le bon geste, mais on a l'impression que rien ne marche. Alors comment on peut t'aider, mais vraiment aider? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre pourquoi si souvent nos tentatives tombent à plat. C'est une situation qu'on a tous connue, et c'est terriblement frustrant. On essaye de réconforter, de raisonner, de remonter le moral, mais c'est comme si nos paroles rebondissaient sur un mur invisible. Mais pourquoi cet échec quasi systématique? C'est la première énigme qu'on va essayer de résoudre ensemble. Notre premier réflexe, c'est presque toujours le même. On parle. On se dit qu'avec la bonne logique, le bon argumentaire, on va réussir à convaincre la tristesse de faire ses valises et de partir. Eh bien, c'est précisément là que se trouve l'erreur. L'erreur fondamentale qu'on fait à peu près tous. On le fait tous, et toujours avec les meilleures intentions du monde. On essaie de convaincre, de montrer le bon côté des choses, de dire « mais si, la vie est belle ». Mais en fait, c'est un peu comme essayer de négocier avec une tempête. Une tristesse profonde, ce n'est pas une opinion qu'on peut débattre. C'est un état qui rend l'esprit complètement imperméable à notre logique et à notre optimisme, même s'il est sincère. Donc, ce sentiment d'impuissance qu'on ressent, il est tout à fait normal. Si les mots ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'il nous reste ? Heureusement, il existe une autre perspective, une manière complètement différente de voir les choses, qui change radicalement la donne. Et voilà l'idée centrale qui va tout éclairer. Et si la tristesse n'était pas un problème purement interne, pas une sorte de dérèglement personnel? Et si, en fait, son origine se trouvait à l'extérieur de la personne? C'est une idée qui peut paraître étrange, mais elle est très puissante et elle nous vient de la sociologie. Autrement dit, la tristesse ne serait que le symptôme, et pas la maladie elle-même. Elle serait la conséquence, presque logique, des conditions dans lesquelles une personne vit, son travail, ses relations, son lieu de vie, ses habitudes. Et ça change tout. Ce n'est plus un échec personnel, c'est une réaction à une situation. Cette citation, elle est absolument essentielle. Elle est libératrice. En fait, elle déculpabilise complètement la personne qui souffre. Elle lui dit « ce n'est pas toi le problème ». Les blessures, la peine, tout ça c'est souvent le résultat d'un contexte, d'une situation sociale qui nous dépasse et qui finit par nous abîmer. Le point crucial à comprendre, c'est donc celui-ci. On ne peut pas décider de ne plus être triste. C'est impossible. C'est comme décider de ne plus avoir froid alors qu'on est dehors en plein hiver sans manteau. La tristesse, dans cette optique, elle nous est imposée par des causes extérieures, par des conditions de vie bien réelles. Alors, si on suit cette logique, si la cause est extérieure, la solution doit l'être aussi, non? Et ça nous amène à un changement total d'approche. Il faut arrêter de se focaliser sur les pensées de la personne et commencer à se concentrer sur sa vie. En clair, il est temps de passer à l'action. La différence est énorme. D'un côté, on s'épuise à essayer de défaire des nœuds dans la tête de l'autre, sans succès. De l'autre, on s'attaque enfin aux racines du problème, les conditions de vie qui alimentent cette tristesse. C'est toute la différence entre passer son temps à commenter la pluie et commencer à construire un abri. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, agir? Eh bien, ça peut vouloir dire changer d'air, ne serait-ce que pour un après-midi au parc. Ça peut être d'offrir une présence physique, réelle, plutôt que des messages. Organiser une petite escapade pour casser la routine. Ou même, de manière plus profonde, aider la personne à mettre le doigt sur ce qui, dans son travail ou ses relations, l'a fait souffrir. Chaque action, petite ou grande, a le même objectif. Modifier ce qui, à l'extérieur, entretient la tristesse. Finalement, pour tout résumer en une phrase, la mission, c'est ça. Il ne s'agit pas de faire penser autrement, mais bien de faire vivre autrement. C'est en changeant les actions, les lieux, le rythme de vie, qu'on peut enfin espérer changer l'état intérieur. C'est l'action qui précède le changement d'humeur, et pas l'inverse. Et là, cette idée, elle nous force à voir encore plus loin. Parce que si on peut changer l'environnement d'une seule personne pour l'aider, qu'est-ce que ça nous dit sur notre environnement, à tous, sur notre société? Si la tristesse d'un individu dépend de ses conditions de vie, alors le bien-être de tout le monde dépend de la façon dont notre société est organisée. La question devient tout à coup immense. On ne se demande plus seulement comment aider mon ami, mais plutôt comment on construit une société qui génère moins de tristesse. On passe d'une question purement psychologique à une question qui est, au fond, éminemment politique. D'ailleurs, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Le grand sociologue français Émile Durkheim, à la fin du XIXe siècle, avait déjà cette intuition. Il était littéralement obsédé par ça. Il a passé sa vie à essayer de comprendre les causes sociales du malheur, en particulier dans son travail très célèbre sur le suicide. C'est un peu la pensée vertigineuse avec laquelle cette analyse nous laisse.
En aidant un proche à changer un petit quelque chose dans ses conditions de vie, on fait déjà, à une toute petite échelle, un acte politique. Mais ça nous invite aussi et surtout à réfléchir tous ensemble quelles sont les conditions sociales, économiques, politiques qui nous rendent heureux ou malheureux. La question, bien sûr, reste ouverte.